Si je vous dis que tous les deux sont des malades mentaux, ce sera une erreur. Ni Monique Olivier, ni Michel Fourniret ne sont des psychotiques délirants. Maintenant, si je vous dis également que ce sont des individus parfaitement normaux, équilibrés, qui mènent une existence tout à fait satisfaisante, vous me regarderez comme un psychiatre fou. Donc on est évidemment dans cette vaste zone qui se situe entre les deux. Monique Olivier a effectivement un certain nombre de troubles de la personnalité, on va dire ça comme ça, et Michel Fourniret est passé à deux doigts de la maladie mentale, tout en n'y allant pas. Ils ont enlevé, séquestré, violé ou tué pour de l'argent. Ils l'ont fait en couple. Monique Olivier et Michel Fourniret, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, Dominique Louis et Jean-Claude Vaz, comme des milliers d'autres, ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire, sauf que ils ont choisi le pire. Comment un homme et une femme en arrivent-ils à commettre ensemble des actes monstrueux ? Réponse avec les experts qui ont pénétré dans la tête de ces couples pervers. Alain Penin, vous avez rencontré Jocelyne Bourdin en prison, cette femme qui, avec son époux, a terrorisé la France à l'hiver 85. Quelle impression elle vous fait ? Lorsque je l'examine en détention, elle me fait l'impression d'une femme tout à fait normale, qui parle des événements, qui le fait calmement, avec distance, en évoquant les regrets, en évoquant aussi sa position par rapport à ses actes. Elle s'exprime facilement, elle est à l'aise ? Elle s'exprime très facilement, elle dispose d'un vocabulaire étendu, d'une langue française parfaitement maîtrisée, elle est calme dans son expression, distanciée, peu impliquée au plan affectif, elle est tout à fait à l'aise dans cet entretien. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'emblée ? D'emblée, elle va se positionner sur le terrain du rôle très secondaire qu'elle a pu jouer dans cette équipée. Et d'emblée, elle va se présenter quasi comme une victime de son mari et comme l'exécutrice finalement de ses basses œuvres. Hiver 85. Pendant 1 mois et demi, Jocelyne Bourdin et son mari Marc Fasquelle ont parcouru les routes dans leur Renault 25. Un tour de France du viol qui débute le 27 décembre en Charente, à Barbezieux. L'idée des Bourdin-Fasquelle est diabolique. Ils épluchent les pages emploi du journal et tombent sur une petite annonce. Martine, 25 ans, est à la recherche d'un poste d'ambulancière. Sous un faux nom, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle se font passer pour de potentiels employeurs. L'entretien d'embauche se termine au restaurant. L'ambiance est à la confiance et Martine commence le soir même. Le contrat stipule qu'elle sera nourrie et logée. Direction le gîte rural que le couple loue dans la région. Une fois arrivé au domicile, très rapidement, l'ambiance a changé de ton. L'homme lui a braqué un pistolet et à partir de là a commencé le long moment de calvaire de Martine. Pendant des heures, Martine est livrée à ses tortionnaires, attachée au lit, nue. Elle est violée par l'homme, mais elle a incité son mari à poursuivre ses violences sur Martine en lui disant « mais vas-y, ne prends aucun égard, tu vois bien que c'est une salope ». Au petit matin, le couple lui extorque son code de carte bleue. Pendant que Jocelyne Bourdin va au distributeur retirer de l'argent, son mari s'excuse auprès de sa victime. Et au moment de libérer Martine, le couple lui offre une bière, la raccompagne à la gare et lui paie même son billet de train. Martine se rend aussitôt à la gendarmerie, où elle dresse le portrait de ses agresseurs. Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin sont identifiés, mais leur Renault 25 est déjà loin. Enquête
d'une nouvelle proie. À 350 km de là, Christine, 18 ans, est enlevée 10 jours plus tard. Elle aussi est séquestrée, violée et torturée dans un gîte rural loué sous une fausse identité. Puis le 17 janvier, 400 km plus loin, à Prunier, dans l'Indre, 3e victime. Elle s'appelle Bernadette, elle a 20 ans. Alain Penin, ces agressions ne sont pas banales. Non, il n'est jamais banal de torturer, de raser le pubis d'une victime, d'assister son mari pendant que celui-ci viole. Il n'est pas non plus banal, évidemment, de tuer. Donc c'est des actes hors normes. Le fait de repérer, de choisir leurs victimes sur des petites annonces, qu'est-ce que ça dit de ce couple ? Ils sont dans des positions de prédateurs, justement, avec des proies qui sont recrutés par tous les moyens, y compris celui des petites annonces. Donc ça montre leur détermination et tous les moyens qu'ils se donnent pour parvenir à leur fin. Ils ont l'air soudés dans le crime, dans le viol et même dans la torture. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On peut expliquer ça par une escalade progressive de ces comportements absolument violents qui paraissent totalement aberrants. Ça commence par, effectivement, peut-être des attouchements, peut-être des assistances de la part de Jocelyne Bourdin à des premiers actes de viol. Et puis, les choses devenant de plus en plus horribles, curieusement, s'introduit une forme de banalisation de ces comportements qui deviennent non pas quotidiens, mais réguliers, si bien que leur aspect dramatique, leur aspect épouvantable passe totalement au second plan, car ils sont quasi permanents, là. Les Fasquelle sont à mi-chemin de leur parcours criminel lorsqu'ils montent d'un cran dans l'horreur. Le 4 février 86, les gendarmes découvrent sur le bas-côté d'une route de la Somme le cadavre d'une femme nue. Violée, torturée et exécutée de 3 balles, il s'agit de Geneviève, une veuve de 38 ans, maman d'un ado de 15 ans. Elle a été enlevée sur le parking d'un supermarché. Gendarmes et policiers établissent le lien avec le couple diabolique, bien qu'ils aient changé de mode opératoire. Désormais, ils ne s'encombrent plus de petites annonces et frappent à l'aveuglette. Geneviève Godard, c'est une torture, un viol, un enlèvement. Mais pour la première fois, c'est le meurtre. On passe à une étape supérieure. Et maintenant, il faut les arrêter, et les arrêter d'urgence. Mais Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin sont déjà à l'autre bout de la France. Le Tarn-et-Garonne est leur prochain terrain de chasse. J'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie de Janzac qui me prévenait qu'il venait de trouver le corps d'une jeune femme dénudée dans le fossé. Christine a été enlevée la veille alors qu'elle se rendait à son cours de yoga. Elle a été violée et étranglée. Et quelques heures plus tard, il récidive en pleine journée en Haute-Garonne. Il est 13h lorsque les Fasquelle enlèvent Josette Founot devant son travail. Tout l'après-midi, cette mère de famille de 40 ans est violée dans un bois. Les pires sévices lui sont infligés par Marc Fasquelle pendant que Jocelyne Bourdin fait le guet près de la voiture. Mais cette fois-ci, le couple ne la tue pas. Sa profession d'infirmière a sans doute contribué à faire preuve de psychologie à l'égard de ce bonhomme qui était quelque part un petit peu perturbé, qui était, semble-t-il, un petit peu impuissant. Enfin, il y a une perversité chez ce bonhomme-là qui fait que ce n'est pas un étalon. Tout cela n'a ni calmé ni rassasié Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle. En début de soirée, il kidnappe Geneviève alors qu'elle téléphone dans une cabine de Vic en Bigorre. Je suis sortie de la cabine et quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe. J'ai hurlé, j'ai suivi cet homme qui m'a ordonné de le suivre et je suis montée dans une voiture où il y avait 2 autres femmes dans la voiture. J'étais complètement effrayée et ils me disent de la fermer, de me taire. Cette nouvelle victime plus jeune
présentait un attrait sans doute supplémentaire pour Fasquelle. Madame Fourneau ne présentait plus qu'un intérêt secondaire sans doute, puisqu'il la lâche. Geneviève se retrouve donc seule avec ses bourreaux qui roulent vers les forêts landaises. Je vais être violée à l'arrière de la voiture. Pendant le viol, il me menaçait de son arme, ce qui fait que j'étais obligée d'être soumise et de me laisser faire. Comme à chaque fois, Jocelyne regarde son mari faire. C'était humiliant déjà de la voir à côté et que c'était dégradant et je ne comprenais pas qu'elle assiste sans rien dire. Elle aurait pu au moins une fois dire « arrête, ça suffit », mais ce n'était pas le cas. Les viols continuent jusqu'en début d'après-midi. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle ont faim. Alors ils vont au restaurant et emmènent Geneviève avec eux. Assise entre les deux, elle est contrainte de manger son omelette en silence, car Fasquelle, armé, lui a promis un carnage si elle bougeait une oreille. Finalement, le couple la libère. Alain Penin, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sont passés à l'étape supérieure dans l'horreur. Par 2 fois, ils vont tuer leurs victimes. À votre avis, pourquoi ils le font ? Par nécessité ou pour le plaisir ? Soit il y a un versant utilitaire, mais c'est peu probable parce que ça aurait pu avoir lieu pour les autres actes, soit on va vers une augmentation de l'agressivité liée à un scénario qui devient de plus en plus violent jusqu'au meurtre, car c'est l'excitation ultime. Vous pensez que les viols ne leur suffisaient plus ? À un moment donné, il fallait qu'ils aillent encore plus loin pour se satisfaire C'est une hypothèse que l'on peut raisonnablement envisager. Les viols étant perpétrés avec violence, l'excitation, pour être maintenue, devait, semble-t-il, passer à une phase beaucoup plus importante et à une phase d'un sadisme sexuel très violent. Leurs 2 dernières victimes, ils vont les libérer, alors qu'ils ont tué les 2 précédentes. À votre avis, pourquoi ? Peut-être qu'à ce moment-là, c'était une autre phase de leur trajet et de leur projet. Peut-être aussi que la prise de conscience tardive des caractères définitifs et gravissimes de leurs agissements meurtriers les a inclinés à davantage de modération. Mais tout simplement, c'est peut-être lié à des éléments conjoncturels liés à cette aventure ce jour-là. Aussitôt libre, Geneviève donne l'alerte. Immédiatement, les gendarmes quadrillent le sud-ouest. 1 millier d'hommes sont sur le pont. Cette fois-ci, pas question de les laisser filer. Quelques jours plus tard, la R25 est enfin repérée. Mais Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle refusent de se rendre. C'est la fusillade. Marc Fasquelle est touché. Il meurt sur le coup. Jocelyne Bourdin est indemne, elle descend de la voiture en criant « C'est injuste, c'est injuste !» Ainsi s'achève l'épopée sanglante du couple pervers le 14 février 1986, jour de la Saint-Valentin et de la fête des amoureux. Jocelyne Bourdin se retrouve donc seule devant les assises et tente de se faire passer pour une victime, mais ça ne marche pas. C'est elle qui a attaché à chaque fois les victimes. C'est elle qui a amené, notamment pour Martine, les bougies, pour une autre, une cuillère en bois. C'est elle qui allait au-devant des désirs de son compagnon et de son mari. Pour sa complicité dans les meurtres, les viols, les tortures et les actes de barbarie, Jocelyne Bourdin a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 13 ans. Elle est aujourd'hui sortie de prison. Alors Jocelyne Bourdin, complice ou victime ? J'ai envie de dire qu'elle est victime d'une forme d'emprise de son mari, d'une forme d'emprise psychologique. Mais j'ai envie de dire aussi qu'elle est complice pour ces raisons-là.
Elle a quand même participé à ces actes si particuliers, pour des raisons qui sont liées, oui, à l'emprise, mais aussi sans doute à quelque chose de personnel qu'elle a joué dans ce type d'agissement. Est-ce qu'elle y prenait du plaisir ? Je ne peux pas imaginer que seule la contrainte psychique puisse expliquer ce comportement si elle n'avait pas trouvé un minimum de satisfaction dans ses agissements. Elle est perverse. Elle a eu des comportements pervers, car elle a été voyeurique. Et le voyeurisme est une perversion sexuelle. Elle a été sadique également, parce qu'elle a participé à des actes de violence qui avaient une connotation sexuelle. Donc, elle a eu, effectivement, au sens strict du terme, des comportements pervers. Elle dit aussi que son mari exerçait un véritable chantage sur elle. Là, je pense qu'il a effectivement été vraisemblablement habile pour que s'installe ce mécanisme d'emprise. Il a dû être parfois extrêmement gentil, parfois extrêmement séducteur, parfois discrètement menaçant sans aller trop loin pour ne pas la heurter. Et puis, il a dû en permanence mettre en place des systèmes de pensée qui empêchaient à sa propre pensée, elle, Jocelyne, de se développer et de se mettre en place. Marc Fasquelle est mort. Est-ce que sans lui, Jocelyne Bourdin est dangereuse ? Je crois que je peux totalement l'exclure. Car ce que je pense, c'est que ce couple ne pouvait agir comme il l'a fait sans l'un ou l'autre des protagonistes. Sans lui, elle n'aurait jamais rien accompli, et je pense que lui, sans elle, n'aurait non plus jamais rien accompli. Donc si je comprends bien, c'est le couple qui était pervers. C'est le couple qui était pervers, et en tout cas, les actes commis par ce couple, marqués du sceau de la perversité, étaient la résultante de ces deux personnalités qui entraient en communication. Comme Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, Monique Olivier et Michel Fourniret ont enlevé, violé et tué. Leurs deux noms ont fait frémir la France et la Belgique. Le couple a fait au moins 7 victimes. Des proies qui devaient assouvir le fantasme de Michel Fourniret, celui des jeunes filles vierges. Docteur Zaguri, vous avez eu l'occasion de rencontrer Monique Olivier et Michel Fourniret. Que vous disent-ils l'un de l'autre ? Alors, Michel Fourniret est très méprisant à l'égard de Monique Olivier. C'est parce qu'elle n'est rien qu'il est tout. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle est insignifiante qu'il est ce personnage surpuissant. Alors, autant Michel Fourniret est précis, autosatisfait, autant Monique Olivier est géniarde, passive, terne, éludant les questions, se présentant vraiment constamment comme la pauvre victime de son horrible mari. C'est une stratégie de défense classique chez les femmes de se présenter comme victime de leur époux dans ce genre de couple ? C'est effectivement une stratégie qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Mais l'ensemble du dossier montre bien que Monique Olivier a activement participé au crime de Michel Fourniret, mais à sa place. C'est justement ce « à sa place » qui est intéressant. Ils s'aiment, ou en tout cas ils se sont aimés. Monique Olivier est la femme de la vie criminelle, en quelque sorte, de Michel Fourniret. Elle lui a permis de grimper dans l'échelle de l'horreur et de la gravité des actes commis. En 1986, un hebdomadaire catholique publie une annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Celui qui se cache derrière ces lignes, c'est Michel Fourniret, un homme de 44 ans qui a avoué une quinzaine d'agressions sexuelles commises entre 1977 et 1984. Il attend en prison son procès pour ses crimes. Une femme lui répond. Elle s'appelle Monique Olivier. Tous deux tombent amoureux par voie postale. Elle devient sa Natouchka chérie et lui son Shere Khan, comme le tigre malfaisant du livre de la jungle. Ils s'écrivent plusieurs fois par semaine, des courriers qui font souvent plus de 10 pages, où il est question de l'après-prison et de projets communs.
Elle dit, mon cher Kahn, je te seconderai en tout, je suis prête à te seconder en tout. Donc elle s'engage aussi à être son adjoint, à être sa coéquipière. Sa coéquipière pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Car Monique Olivier connaît les raisons qui ont conduit Fourniret en prison. Quand on lit les correspondances, on voit que l'avenir est écrit avant qu'il ne sorte, quoi. Elle sait très bien que ça va passer par des enlèvements, une vie de voyous, de vol, des meurtres. Tout ça est écrit, et noir sur blanc, dans leur correspondance. Lorsque Fourniret sort de prison, la fidèle Monique est là. Le couple s'installe dans Lyon. Et très vite, il est question d'honorer le pacte qui les lie. Car ce qui fait fantasmer Michel Fourniret, ce sont les jeunes filles vierges. Une obsession depuis son premier mariage, alors que lui était vierge et que son épouse ne l'était pas. Une frustration pour Fourniret, qui part donc à la chasse de ses désirs interdits avec la complicité de sa nouvelle compagne. Leur victime, une adolescente choisie en fonction de sa supposée ressemblance avec Monique jeune. Elle s'appelle Isabelle, elle a 17 ans et vit à Auxerre, à quelques kilomètres de chez eux. C'est elle qui enlève Isabelle Laville. Elle est seule dans la voiture. Fourniret fait semblant de faire du stop, ce qui a été convenu comme scénario entre eux. Elle est au volant de la voiture. Elle s'arrête à hauteur d'Isabelle Laville et réussit à la faire monter dans la voiture. Puis, quelques dizaines de mètres plus loin, elle fait semblant de prendre Fourniret en stop. Il est là, il attend avec un bidon vide. Et puis, Fourniret entre. C'est le premier crime du couple Monique Olivier, Michel Fourniret. Docteur Zaguri, comment est-ce qu'on peut expliquer que Monique Olivier adhère au fantasme de Fourniret au point de l'aider à trouver une fille qui lui ressemble pour rejouer la scène de sa défloration? On se dit, comment est-ce qu'une future maman, une femme, a pu commettre de telles horreurs? Et nous sommes tous là, prisonniers, je dirais, de préjugés. Parce que, à partir du moment où les femmes ont une sexualité propre, je ne vois pas pourquoi elles ne transgresseraient pas, elles aussi, les normes. Donc, au fond, c'est un préjugé misogyne que de penser que les femmes ne seraient que suiveuses, qu'elles ne pourraient pas avoir aussi une action criminelle active. Alors, vous dites que Monique Olivier n'aurait jamais eu de destin criminel si elle n'avait pas rencontré Michel Fourniret, mais est-ce que la réciproque est valable? Fourniret n'a pas toujours été Fourniret. Avant de rencontrer Monique Olivier, il n'avait jamais tué. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle lui a apporté une certaine assurance, qu'elle lui a facilité les passages à l'acte criminel, qu'elle l'a conforté dans ses désirs criminels et qu'effectivement, elle lui a permis de passer à une marche supérieure dans l'horreur. Il y a une jouissance commune dans ce couple? Je crois que c'est un couple. D'abord, c'est un couple. Quand on vit en couple, on partage des choses. On a des conflits, mais aussi on peut partager le goût du cinéma, du théâtre, la passion de la musique, de l'opéra, l'amour des enfants. Eh bien, eux, ils ont partagé très fort, et ça les a soudés, quelque chose autour de l'action criminelle. 8 mois passent. Monique et Olivier ont déménagé dans les Ardennes. Ils se sont mariés et s'apprêtent à devenir parents d'un petit garçon. Mais ils continuent à sillonner la région à bord de leur camionnette en quête de nouvelles proies. Jusqu'au 3 août 88. Leur victime est une étudiante de 20 ans, Fabienne, enlevée dans la Marne, violée et tuée. Même scénario pour Jeanne-Marie, 22 ans, enlevée dans une gare 7 mois plus tard. La jeune femme est très croyante et pendant ses études, elle est hébergée par des religieuses. Fourniret se persuade que Jeanne-Marie est vierge. Alors il se met sur son chemin, lui parle de sa foi et avec Monique comme caution morale, la met en confiance.
Elle se sert de son bébé ou de sa grossesse pour capturer des jeunes filles qui vont monter sans méfiance dans la camionnette de Fourniret parce que Madame est là, parce que Monique Olivier est là. Et même quand elle ne dit rien aux petites filles, par sa présence rassurante, elle permet à Fourniret de les embarquer. Rassurée, Jeanne-Marie accepte de passer le week-end avec eux, avant de se faire assassiner. La même année, les Fourniret tuent Elisabeth, 12 ans, disparue à Namur en Belgique, si bien que le pédophile Marc Dutroux a été soupçonné. Mais Elisabeth est bien une victime de Fourniret et de sa femme. C'est même Monique qui se livre à la toilette intime de la jeune femme, qui a ses règles. Ce qu'elle a fait à la petite Brichet, de femme à femme quand même, ou de femme en devenir, de femme mûre à une femme en devenir, alors que Monique Olivier a des enfants. Elle a un fils. Ce qu'elle fait à la petite Brichet est à proprement parler monstrueux. Elle la nettoie, elle la recouvre d'un drap et puis elle descend à la cuisine et elle dit à Michel Fourniret, ça y est, elle est prête. Elle lui livre. Elisabeth Brichet a supplié une nuit entière. Selon le témoignage de Monique Olivier elle-même et de Michel Fourniret, elle a supplié toute une nuit de la libérer. Elle l'a appelée « Madame au secours, Madame au secours ». Elle était dans la chambre à côté de celle où elle dort avec son enfant. Elle ne va pas secourir cette petite fille. Il lui suffisait d'ouvrir la porte. Puis c'est au tour de Natacha, 13 ans, enlevée en novembre 90, en Loire-Atlantique. Les Fourniret sont dans la région car ils doivent comparaître le lendemain devant la justice pour des dégradations. Et puis 10 ans passent sans qu'aucun meurtre ne soit commis. Mais Fourniret ne se tient pas à carreau pour autant. Seulement, ses plans ont échoué par 2 fois. 2 jeunes filles s'en sont sorties par miracle. De miracle, il n'y en aura pas pour Céline Saison, 18 ans. Elle est enlevée par Fourniret en mai 2000, alors qu'elle allait à une épreuve de bac blanc. Son corps est retrouvé 2 mois plus tard dans une forêt en Belgique. Tout comme celui de Manania, 13 ans, disparue en mai 2001 à Sedan et retrouvée morte 10 mois plus tard. Elle sera la dernière victime des Fourniret. Le coup suivant les conduit à leur perte. C'était en Belgique. Il y a un monsieur qui m'a demandé le chemin pour aller au moins de la salle. Et je lui ai montré, mais après il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans la voiture. À un moment donné de leur conversation, Marie va lui demander s'il travaille pour Dutroux, et lui va répondre que non, je suis pire que Dutroux. Là, il m'a attaché les mains avec les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. J'ai commencé à paniquer beaucoup, puisque j'ai vu une carte de France et de Belgique, et j'ai commencé à prier là, et je sais pas, j'ai réussi à enlever les liens. Marie profite que la camionnette de Fourniret soit arrêtée à un stop pour sauter de la voiture, arrêter une automobiliste et donner l'alerte. Voilà, c'en est fini de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Ils sont arrêtés, mais il faudra attendre de longues semaines pour que Monique passe aux aveux. Au final, pour ces 7 meurtres, Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde prévue par la justice française. Monique Olivier, elle, est condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 28 ans. Docteur Zaguri, Monique Olivier a fini par avouer devant les enquêteurs. Ses aveux, elle les réitère devant vous ? Elle répète de façon assez lancinante qu'elle était contrainte à de tels actes par la domination de son mari qui l'a terrorisée. Bon, donc elle admet sans avouer.
Alors elle se pose en victime, victime de Fourniret, victime de sa vie, victime de la société. Elle se présente dans l'existence comme une ratée, comme une victime qui a soif de vengeance, de revanche. Et c'est cette soif de revanche qui va faire que le lien et la rencontre avec Michel Fourniret va être aussi forte. Elle veut se venger, d'accord, des hommes, de la société, de tout un tas de choses, mais pourquoi s'en prendre à d'innocentes jeunes filles? Alors effectivement, vous posez une question qui est une question tout à fait logique et rationnelle. Pourquoi s'en prendre à ces malheureuses victimes? Eh bien, parce que le fantasme de Fourniret, le scénario de Fourniret va lui donner l'occasion, pour une fois, de ne pas être dans le camp des victimes, mais dans celui de ceux et celles qui les dominent, qui les écrasent. Et lui, d'où lui vient ce fantasme, justement, des jeunes vierges? Il lui vient probablement d'une théorie sexuelle et d'un besoin de fantasme, de pureté de la mère. Et donc, il est obsédé de façon quasi délirante par ce moment de passage entre la pureté et le déchet, en quelque sorte, de la femme dévoyée. Si la virginité est si importante que ça pour lui, pourquoi est-ce qu'il se donne le droit de la retirer à des jeunes filles? On est dans quelque chose qui est un fantasme totalement irrationnel. Hein. La jouissance de Fourniret était d'être l'agent de la transformation du pur en impur, une espèce d'alchimiste du sexe et de la virginité. Peu de gens ont connu le couple Olivier-Fourniret. Ils ont toujours entretenu un grand mystère autour d'eux, évitant au maximum tout contact avec le monde extérieur. Les rares personnes qui les ont côtoyés trouvent leur relation étrange, rien à voir avec un couple d'amoureux. Les voisins au cours de grandes tablées s'en sont bien aperçus. On aurait dit comme un frère et une sœur. Ils étaient ensemble depuis pas longtemps pourtant. Hein. C'est pas de communication pratiquement, pas de sourire, pas de blague, pas rien du tout. On a l'impression qu'ils vivaient pas. Un couple de solitaires qui semble s'être trouvé. Car avant de rencontrer Michel, après 2 divorces et 2 enfants, Monique vit comme garde-malade dans le sud de la France. Elle a 38 ans et mène une vie terne et sans couleur. Issue d'une famille qui ne semble pas très unie, elle entretient peu de contact avec son père et ses 2 frères. D'ailleurs, le jour de son mariage avec Fourniret, aucun d'eux n'est là. Il n'y a pour ainsi dire personne, hormis le voisin. On arrive sur la place de la mairie, pas une seule voiture. On a attendu un petit peu, puis effectivement, Michel est arrivé avec Monique. J'ai dit bonjour, j'ai dit écoute, j'ai cru que tu nous avais fait une blague. Je dis à personne. Ah ben, il me dit, il n'y a personne. J'ai dit, tu te maries ou tu te maries pas? Ah ben, il me dit, on se marie. Car au fil de ses incarcérations, Fourniret a vu les siens se détourner de lui. Sa première femme s'est volatilisée avec leur fils pendant son premier séjour en prison pour attouchement sexuel sur mineur. Même scénario avec sa seconde épouse, la mère de ses 3 enfants, lorsqu'à 42 ans, Fourniret est emprisonné pour une 15aine d'agressions sexuelles. Des agressions dont il dresse la liste détaillée dans un courrier autobiographique long de plusieurs pages qu'il envoie au juge d'instruction. Un courrier dans lequel il évoque la séparation de ses parents le jour de ses 12 ans. Une blessure pour cet adolescent sensible qui devient instable malgré sa grande intelligence. En cela, il a trouvé son alter ego, Monique, dont le QI est estimé à 130. Une femme qui, dès le départ, a accepté le pacte criminel que lui proposait Michel Fourniret. Une femme qui écrivait dans ses lettres « Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres ». Qu'est-ce qui, dans leur personnalité, à chacun les a menés à la déviance? Si je vous dis que tous les 2 sont des malades mentaux, ce sera une erreur. Ni Monique Olivier, ni Michel Fourniret ne sont des psychotiques délirants. Maintenant, si je vous dis également
que ce sont des individus parfaitement normaux, équilibrés, qui mènent une existence tout à fait satisfaisante, vous me regarderez comme un psychiatre fou. Donc on est évidemment dans cette vaste zone qui se situe entre les deux. Monique Olivier a effectivement un certain nombre de troubles de la personnalité, on va dire ça comme ça, et Michel Fourniret est passé à 2 doigts de la maladie mentale, tout en n'y allant pas. Ils ont des remords, des regrets? Michel Fourniret, pas du tout. Et nous sommes de pauvres interlocuteurs qui ne comprenons rien, mais rien de rien, à ces actes qui, encore une fois, dans son esprit, ont été commis au nom d'un idéal, au nom de la pureté. Monique Olivier ne revendiquait pas du tout ces actes, puisque c'était ceux de Fourniret dans son discours. Dominique Louis et Jean-Claude Vaz avaient eux un autre idéal, une autre motivation, l'argent. L'appât du gain les a conduits à monter un scénario des plus pervers. Un guet-apens criminel qu'ils ont mis des années à perfectionner. Docteur Roux, racontez-moi votre rencontre avec Jean-Claude Vaz. Comment ça se passe? Il était résistant, je dirais plus que réticent. Réticent étant à connotation pathologique, il était résistant. Concernant les faits, naturellement, il les prend, je dirais, à l'envers, puisque pour lui, il est innocent, il ne comprend pas du tout. Et c'est ce qu'il voudrait, c'est qu'il voudrait que le juge fasse faire un certain nombre de compléments d'examen et d'expertise, surtout pour montrer que dans cette affaire, lui n'avait absolument rien à voir. Et sa compagne, Dominique Louis, qu'est-ce qu'il vous dit d'elle? Il l'accuse, il lui fait porter le chapeau? Il ne fait porter rien du tout, puisque de toute façon, lui se place comme étant totalement en dehors de tout. Il n'a jamais combiné un assassinat avec elle, donc pour lui, c'est quelque chose qui ne se discute pas. 12 juillet 2003, sur la route de Tordesillas, en Espagne, à 400 km de la frontière française. Le centre de secours reçoit un appel. Quand ils arrivent, un homme âgé est sur le bord de la route, il ne respire plus. Le médecin tente une réanimation cardiaque. J'ai regardé autour de moi pour trouver la femme de ce monsieur. Je supposais que c'était une personne âgée comme lui. Et un témoin m'a dit, c'est elle. Et moi j'ai dit, elle, la blonde là? Parce que c'était une femme grande, jeune, blonde, jolie. Et elle ne me semblait pas très affectée. De temps en temps, elle s'arrêtait là où on essayait de réanimer son mari. Et elle demandait « Il respire ?» On répondait « Non ». Et elle reprenait sa promenade le long de la route. L'homme meurt sur place. Il s'appelle Simon Jochimec. C'est un Français de 76 ans. Sa femme raconte qu'ils étaient en vacances, qu'ils venaient de quitter Tordesillas quand ils sont tombés en panne. Simon est descendu poser le triangle de signalisation. Elle a avancé la voiture pour laisser une distance de sécurité quand soudain... Elle a vu un véhicule tout-terrain, grand, de couleur grise. Elle nous a dit qu'il était occupé par 4 personnes, qu'il a écrasé son mari et s'est enfui. C'est l'information qu'elle nous a livrée dans un premier temps. Les policiers espagnols ouvrent une enquête. Un accident sur une longue ligne droite, c'est bizarre. Sur place, ils ne trouvent aucune trace de freinage. Mais sur le pantalon de la victime, ils photographient l'empreinte du pneu qui a roulé sur Simon Jochimec. C'est l'empreinte d'un 4x4. Les policiers espagnols se lancent donc à la recherche de cette voiture. Pendant ce temps, Madame Jochimec fait incinérer le corps de son mari. Une cérémonie intime. Ce qui m'a étonné, c'est qu'aucun membre de la famille ne soit venu de France. Parce qu'ici, en Espagne, tout le monde se précipite. Mais lorsque les amis de Simon apprennent son décès, ils sont stupéfaits. Un vieil homme riche qui meurt dans un accident juste après avoir rencontré une jeune et jolie blonde, personne n'y croit.
cette Maude ne leur inspire vraiment pas confiance. Je sortais avec Maude. C'est moi qui lui ai présenté. On sortait ensemble aussi bien. On allait chez des amis, on allait au restaurant. Ils étaient copains, voilà. Elle s'est intéressée à lui à partir du moment où il avait eu l'héritage de sa mère. Avant, elle ne faisait pas attention à lui. À la mort de sa mère, Simon a hérité d'une petite fortune, plusieurs millions d'euros. Peu de temps après, l'ami comprend que Maude l'a quitté pour Simon. Fâché, oui. Les trahisons de femmes, ça existe, c'est courant, mais les trahisons d'amis, c'est beaucoup plus grave, je trouve. De son côté, Simon est heureux. À 75 ans, il commence une nouvelle vie. Le couple se marie le 6 septembre 2002 à Lyon. Un mariage intime devant 2 témoins recrutés à la dernière minute. L'ancienne propriétaire de leur appartement et un vendeur de journaux du quartier. Une chose qui m'a surprise, c'est que moi, je ne savais pas qu'elle s'appelait Dominique. Elle s'est toujours présentée sous le prénom de Maude. Et monsieur Josimec l'appelait Maude. Pourtant, la mariée s'appelle bien Dominique. Dominique Louis. Elle a 31 ans de moins que son mari. Une femme aux multiples secrets. C'est un ancien agent de police, une fonctionnaire sérieuse et bien notée par ses supérieurs, appréciée à l'époque pour sa profonde autorité morale. Les collègues de Dominique Louis la décrivent comme une fonctionnaire normale qui faisait son travail, avec petit à petit une certaine dérive et un absentéisme qui va aller de plus en plus de manière importante. À partir de 1989, Dominique multiplie les arrêts maladie. Des rumeurs circulent au commissariat. Elle aurait des problèmes d'argent. Elle avait accumulé 700 000 francs, je crois, de dettes. Son salaire de fonctionnaire de police ne suffit plus. Et elle a recours à la prostitution pour, comme on dit, améliorer les fins de mois. L'agent de police passe des annonces libertines dans la presse gratuite. Elle propose des soirées coquines à des messieurs de plus de 40 ans. Sa hiérarchie l'apprend et Dominique est poussée vers la sortie. Elle devient donc prostituée à plein temps. Elle se fait appeler Maude et reçoit ses clients dans un studio. Des hommes plutôt âgés, souvent les mêmes. Mais en juin 2002, Maude quitte son studio et ne répond plus à ses clients. Elle vient de se mettre en couple avec Simon Josimec. Si l'accident cache en réalité un meurtre, ce qui est sûr, c'est que Dominique Louis n'a pas pu agir seul. Il fallait forcément un complice pour conduire le 4x4. Les enquêteurs fouillent donc dans sa vie et découvrent que Dominique a un fils, Olivier Vaz. Vaz, comme son père. En réalité, Dominique Louis vit en famille. Elle est vue avec cet homme. Comment comprendre que Dominique Louis, qui vient de se marier très récemment avec Simon Josimec, puisse continuer à entretenir une relation avec un autre homme ? Cet autre homme, si elle est mariée, s'appelle dans le langage commun un amant. En réalité, Dominique Louis mène une double vie avec un homme, Jean-Claude Vaz. Qui est cet homme ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui ? C'est un homme qui est normal sur le plan psychologique. C'est un homme qui, par ailleurs, a manifestement dans sa vie eu un certain nombre de difficultés durant l'enfance et l'adolescence, avec par ailleurs de multiples hospitalisations qui vont créer chez lui une sorte de complexe, si vous voulez, de complexe d'infériorité. Ensuite, dans sa vie, il y a eu des événements assez traumatisants, on va dire. Oui. Il va avoir une première union avec une jeune femme prénommée Suzy, donc qui va mourir dramatiquement dans des conditions atroces, puisque au cours d'un accident, il tombe dans un canal et elle se noie. Donc, et ça, il en parlera d'ailleurs. Il va en parler beaucoup. Émotionnellement, ça l'avait beaucoup marqué, donc traumatisé. Ensuite, il aura une deuxième union avec une dénommée Michel.
laquelle avait comme sœur Dominique. Et sa troisième union, mais qui ne sera pas un mariage, sera avec Dominique. C'est quand même étrange, cette relation à trois. Il est marié avec cette femme, il a 3 enfants avec elle, et il se laisse séduire, et il séduit sa sœur, avec qui il va avoir une liaison. Il va se trouver plus en accord sur le plan intellectuel avec Dominique, c'est vrai, mais en même temps, il va lâcher son premier couple. Et du coup, le deuxième couple, c'est-à-dire celui formé avec Dominique, n'apparaîtra au grand jour que beaucoup plus tard, puisqu'il a été dans l'ombre pendant très très longtemps. Le juge d'instruction ordonne la mise sur écoute des lignes téléphoniques de Dominique Louis. Donc très vite, on va percevoir qu'il y a les lignes dites officielles qu'elle utilise, donc son téléphone portable au nom de Jochimek et la ligne de son domicile. On va s'apercevoir qu'elle utilise également des lignes sous de fausses identités, comme le ferait n'importe quel gangster voulant éviter qu'on remonte sa trace. Et quand elle parle au téléphone avec Jean-Claude Vaz, Dominique n'a rien d'une veuve éplorée. Ça va, mon amour? Et toi? Ça va, oui. Ouais. Tu me manques beaucoup, mon lapin. Oh, c'est bien. On s'aperçoit qu'on a une Dominique Louis qui a 2 faces. La veuve Simon Jochimek, qui parle peu au téléphone, qui pleure très vite, qui ne veut absolument pas reparler des conditions de l'accident, qui souffre de la perte de son époux. Et tu sors un petit peu quand même? Tu te changes un peu les idées? Un petit peu. Oui. Oh, on sent que c'est pas la grosse forme, hein? Non, pas trop. Oh, alors... Et une Dominique Louis qui, lorsqu'elle est au téléphone avec Jean-Claude Vaz, est radieuse, contente de sa nouvelle vie, pleine de projets avec celui-ci, et où Simon n'a absolument pas de place. Dominique Louis est donc interpellée. En garde à vue, elle maintient sa version, celle de l'accident. Alors, dans un premier temps, elle va même nier avoir un fils, tout bêtement. Elle essaye de cacher tout ce qui est relatif à Jean-Claude Vaz, tout ce qui pourrait nous amener à lui, et se contentera de nous dire que ça n'a pas de rapport avec la mort de son mari. Jean-Claude Vaz est arrêté lui aussi. Les policiers découvrent qu'il a un 4x4 qu'il vient de donner à l'un de ses fils. Et ce 4x4 a des bosses sur le capot. Et puis Jean-Claude Vaz habite en Espagne. Tiens donc. Chez lui, les enquêteurs font une autre découverte intéressante, un petit carnet. Ce carnet est en fait le carnet de prostitution de Dominique Louis, avec les noms, les numéros de téléphone, et il y a des calculs qui peuvent laisser penser qu'il s'agit des montants qu'elle aurait pu obtenir sur une journée de prostitution sur certaines pages. Jean-Claude Vaz semble tenir méticuleusement les comptes de la prostituée Maude. Devant les noms de certains clients, il a même ajouté des commentaires. Dans ce carnet, il y a 2 noms, avec 2 annotations différentes qui vont nous intéresser. Pour l'un, ce sera marqué héritier 1, pour l'autre, héritier 2. Et on va s'apercevoir que ces 2 personnes n'ont soit plus d'héritiers, soit sont en rupture de ban avec leurs héritiers. Le couple qui cherchait un pigeon depuis longtemps est incarcéré. Au départ, depuis leur prison, les amants s'envoient des mots doux, des poèmes. Ils se promettent de fêter les 60 ans de Jean-Claude Vaz à Las Vegas. Ils sont très soudés et aucun d'eux n'avoue. Comment est-ce qu'on explique ça? Et au départ, ils sont dans la négation. Ils ont déjà eu un non-lieu en Espagne. Et donc, le non-lieu, voulant dire, amène à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu d'affaire, il n'y a rien du tout. Donc, sur le plan affectif, leur amour peut éclater sans gêner personne. Ils ne sont responsables de rien. Ça ne va pas durer. Lui va finalement laisser entendre qu'il a peut-être tué son mari accidentellement. Et là, c'est le début du chacun pour soi qui va durer jusqu'au procès. Tout à fait. Elle va le charger et dire que tout est de sa faute à lui. À votre avis, qui est l'instigateur? Je pense les deux. Je pense pas que... Elle était quand même très axée, si vous voulez, sur le fait de rencontrer des hommes mûrs qui avaient de l'argent, etc., etc. C'était pas anodin. Et lui, il tenait les comptes et peut-être qu'en discussion en équipe, avec sa coéquipière, d'un commun accord, ils ont décidé qu'il y en avait un que l'on pouvait peut-être le mieux spolier facilement.
C'est un couple pervers. On n'est pas dans le système de couple pervers sexuel où on va avoir la femme qui, elle, va offrir en holocauste et en sacrifice pour garder et pour, en quelque sorte, satisfaire les besoins sexuels et libidinaux de son compagnon, la victime. Là, elle ne lui a pas offert la victime. La victime, s'ils l'ont exécutée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la cour d'assises, ils l'ont fait d'un commun accord. Le couple s'accuse mutuellement et malheureusement pour Jean-Claude Vaz, une de ses ex raconte aux policiers une histoire étrangement proche de celle de Dominique. Elle a été amenée à se prostituer de la même façon que Dominique Louis. Les mêmes ressorts psychologiques vont être utilisés par Jean-Claude Vaz. Soit je me suicide, tu touches l'assurance, soit tu te prostitues et on a les moyens de vivre ensemble. Et cet homme va rédiger pour elle des annonces pour les journaux, comme pour Dominique. Elle va se prostituer pendant un certain temps pour payer ses dettes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Vaz a un rapport aux femmes assez particulier. Je ne suis pas du tout d'accord pour conclure à ce que Dominique Louis ait été manipulée, contrainte par Jean-Claude Vaz. Leur relation psychologique était tout à fait égalitaire à mon sens, et le passé de Dominique Louis a largement montré une femme dotée d'un caractère et d'un tempérament tout à fait vigoureux qui ne pouvait pas, n'est-ce pas, se soumettre si facilement que cela. Finalement, la justice a décidé que les amants étaient tous les deux responsables de l'assassinat de Simon Jochimec. Jean-Claude Vaz a pris 30 ans, Dominique Louis, 28. Après le jugement, Vaz a fait appel. Mais il n'y aura pas de second procès. Entre-temps, il s'est suicidé dans sa cellule. Il reste donc innocent pour l'éternité. Jean-Claude Vaz a mis fin à ses jours. Lorsque vous l'avez rencontré, il allait comment ? Il allait bien. Il n'y avait absolument rien qui laissait supposer qu'il voulait mettre fin à ses jours. Lui voulait démontrer son innocence. Après, il a échoué. Il a échoué sur toute la ligne. C'est un échec complet. Il n'est pas innocent, il est coupable, il est responsable, il paye très cher la note, et il la paye très cher avec elle. Et elle et lui sont à égalité finalement de peine, puisque 30 ans et 28 ans, en gros, ça se... Et finalement, il se trouve sans rien. Il se suicide parce qu'il n'a plus aucune issue. Il n'a plus rien à espérer de rien. Jocelyne Bourdin n'aurait sûrement jamais tué sans Marc Fasquelle. Michel Fourniret n'aurait probablement jamais assassiné sans Monique Olivier. Quant à Dominique Louis et Jean-Claude Vaz, difficile de savoir lequel des deux a entraîné l'autre.